de m'avoir invité. C'est vrai que faire des conférences, j'en fais à peu près 100 à 120 par an. En 3 langues, en français, en anglais, en espagnol, dans une vingtaine de pays. Et ça, j'aime bien faire ça. Ce qui est plus difficile, c'est les déplacements. J'étais à Annecy la semaine dernière, entre-temps, je suis allé à Copenhague, je suis revenu à Paris pour une conférence sur le mimétisme au musée de l'Homme la semaine dernière, je suis reparti à Amsterdam pour la nuit des chercheurs, et j'avais 50 Greta Thunberg dans la salle, grand moment, vendredi soir dernier. Ensuite, je suis revenu, là aujourd'hui je suis avec vous ce soir, demain j'ai une conférence à l'IFP, demain matin, demain après-midi à UNF, je reviens demain soir à Rennes, et je suis à Pontivy avec les préfets bretons mercredi. Des persuadés que la biodiversité, ce n'est pas une histoire d'écologistes farfelus, c'est une vraie histoire dont on a besoin tous. Et je vais rebondir sur les paroles de notre ami. En fait, quel est notre but en ce moment? Quand on parle de biodiversité. Moi aussi, j'étais en Bretagne. Je suis un petit garçon qui a passé sa vie dans un joli endroit qui s'appelle Douarnenez. Et mes parents sont j'avais 4 ans. Et je suis parti, j'avais 20 ans. Donc, j'ai fait pas de bretonne et j'ai appris ce qu'est la côte bretonne. J'avais gratouillé dans les pouliques, comme on disait en breton, dans le coin, tout ce qui se passe. J'ai vu un peu de tout à l'époque, il n'y avait aucune interdiction, on avait le droit d'élever des tartes de grenouilles. Et on tombe dans l'extrémisme aujourd'hui, un petit garçon n'a plus le droit d'élever des tartes. C'est interdit par la loi, ce qui est débile. Si je suis là, c'est parce que j'ai élevé des tartes de grenouilles, puis j'ai des grenouilles à part de mettre des tartes. On ne peut pas trouver dans l'extrémisme de l'autre côté non plus. Aucune petite fille, aucun petit garçon n'a fait disparaître les grenouilles dans les éléments. C'est bien les mares qu'on a remplis de pesticides et des parkings qu'on a fait sur ces mares et qui les ont fait disparaître. Et c'est ça qui est responsable de la disparition des grenouilles. Donc aujourd'hui, mon combat est très clair et c'est pour ça que c'est pas en harmonie avec la création d'un parc. Moi, je préside, disait Eric, le conseil scientifique de l'agence, et c'est nous qui donnons l'avis scientifique sur les créations de parcs. Donc ça passera devant le conseil un de ces jours. Et c'est vrai qu'on est dans un cruel dilemme en ce moment parce qu'on crée beaucoup de parcs, c'est très bien. Bon, nous, scientifiques, on peut être contents, hein, on crée des parcs. Moi, je suis le président aussi d'un autre conseil scientifique. Je suis le président du conseil scientifique du parc de la mer de Corail. 2 fois la surface de la France. Ça, c'est pas un petit parc, celui-là. Il est entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Donc, j'en reviens, j'étais en Calédonie il y a 2 mois. On a un immense parc marin. Ben, la question est simple. On fait ça, c'est facile sur le papier. Comment vous gérez un truc comme ça? Comment vous surveillez, avec quel navire? Et c'est le problème des parcs aujourd'hui, c'est qu'on crée des parcs, on a créé la Guadeloupe, la Martinique, récemment le bassin d'Arcachon, les Perpus charentais. Moi j'étais à l'origine de la création du parc du Golfe du Lion. J'avais aussi accompagné le parc de la mer des Rois, c'était le premier en parc marin. C'est magnifique tout ça, mais on ne met pas du tout les moyens qui doivent être avec. C'est ça le drame que l'on vit aujourd'hui. Et on est dans un paradoxe terrible où nous, scientifiques, bien sûr, on est pour des mises en préservation. Mais s'il n'y a pas les postes qui vont avec, les moyens financiers, c'est compliqué après de réussir, bien sûr, le challenge. Donc on est toujours dans le même problème. Quand on vote ça à l'agence, nous, scientifiques, on est pour, mais les syndicats sont contre. Et je les comprends, je les comprends parfaitement. Ils disent, mais écoutez, là, vous avez déshabillé le parc de la mer des Rois pour mettre des postes à Arcachon, pour en mettre dans le golfe du Lion, et c'est vrai qu'on ne crée pas tout ce qu'il faut. Récemment, on a eu une diatribe féroce du président du parc de la Martinique qui a dit, mais je suis en faillite totale. On crée un parc dans un territoire magnifique, super, fabuleux, qui mérite ce parc, mais j'ai 2 postes. Comment je vais réussir à gérer de telles considérations, avec pas de poste? Donc c'est une question qui est très importante. L'État ne met pas du tout aujourd'hui les moyens qui doivent aller avec ces créations de parcs. Donc il faut faire aider par d'autres. La région Bretagne est quand même très proactive à ce niveau-là. Donc voilà, moi je vais vous parler un petit peu de ces relations qu'il y a entre l'humain et le vivant, les relations entre humain et non humain. Et la création d'un parc, elle est très claire, je vais la résumer en quelques mots. Pour moi, un parc, c'est de créer quelque part une préservation, pas forcément une protection, c'est pas une réserve intégrale, l'humain reste avec une activité économique soft. Il n'y a pas de grosses industries, il n'y a pas de choses qui sont très destructrices. Quel est le challenge en fait qu'on a tous ici en Bretagne? Vivre au pays, y être heureux, avoir une famille, des enfants, des petits-enfants, créer de l'emploi, plein d'amis, chef d'entreprise. Tout ça le faire sans détruire l'endroit dans lequel on habite. C'est ce qu'on fait en ce moment. En ce moment, l'humain est en train de détruire les endroits dans lesquels il habite. Alors vous imaginez bien que chaque fois qu'on a une zone en protection ou en préservation, c'est extrêmement important. Si on continue sur la lancée actuelle, là, vous allez voir ce qui se passe. J'ai abordé 2 sujets simplement. L'effondrement du vivant d'un côté, le changement climatique trop rapide de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Sans être d'un pessimisme noir, la question c'est d'être réaliste. Je suis professeur des universités. J'ai
J'étais à Amsterdam, c'était vendredi dernier, il n'y avait pas une semaine, et j'avais des enfants du lycée français d'Amsterdam, des classes de seconde, de première et de terminale. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants qui lisent, qui écoutent, qui sont sur Internet très souvent, quel avenir on leur prépare? Sans tomber dans la collapsologie, je ne suis pas du tout un collapsologue. Maintenant, on vous dit, écoutez, attendons l'effondrement, il naîtra une nouvelle société, ça sera dans la souffrance terrible. Je ne vous parle de ça à des enfants qui ont 20 ans, ça n'a pas de sens. Donc, comment est-ce qu'on maintient effectivement un optimisme raisonnable? Ce qui est très clair, c'est que si on ne change pas, ça se terminera comme ça c'est clair. Et l'échéance rapide. Je travaille beaucoup en ce moment avec le service des risques à Paris. Pour eux, c'est clair, nous aurons à Paris, en 2050, 2 à 3 semaines, au-delà de 50 degrés Celsius. Bon, comment faire? C'est sûr, hein, là, les courbes sont claires, la physique est claire, on aura ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on résout les questions d'îlots de chaleur? Qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant, tout de suite? Comment on ramène des arbres dans Paris? 2 chiffres. Au Jardin des Plantes, que connaît bien Eric, deuxième semaine de août 2003. Entre un thermomètre au centre du Jardin des Plantes et un thermomètre rue à 2 km à vol d'oiseau, 7 degrés d'écart. 7 degrés. Ben, ça marche sur sa classe. 15 000 morts à Paris, je vous rappelle, durant les 2 premières semaines de août 2003. La canicule de juin 2018, on est allé à 1000 morts en Paris. Je n'ai pas encore les chiffres pour les salles de cette année. Quand on dit que l'humain, il est au-dessus de ça, il ne répond pas à l'écologie, c'est une bestiole qui est très différente des autres, on est pareil. Donc c'est vrai que c'est là qu'on prend ceci en considération, pas pour nous horrifier. Je dirais que la situation elle est catastrophique, faisons tout pour qu'elle ne devienne pas apocalyptique. Voilà, c'est ce qu'on en est aujourd'hui à ce niveau-là. Hein. Le débat est lancé. Comment on fera demain, effectivement, avec 50 degrés à Rennes? C'est une vraie question, avec des pluies torrentielles, 9 mois de sécheresse totale, et puis 2 jours à 400 mm de précipitations sur 2 jours. Là, le rapport du GIEC, je vous en parle. Cette courbe récente de la semaine dernière, elle est publiée le 25 septembre 2019 dans le rapport du GIEC, donc c'est la température qui a augmenté. J'ai regardé ici à Saint-Malo, vous avez gagné 1,4 degré à peu près sur 140 ans. Alors, ça rien du tout à 1,4 degré, sauf que ça va très vite. Oui, sur la fin, ça grimpe, la pente de la courbe est quand même de plus en plus aiguë. Il y a 2 choses qui se passent ici, c'est la température et c'est la remontée du niveau de la mer. Pendant 5000 ans, ici, à Saint-Malo, la mer était remontée de 1 mm par an. On s'en rendait pas compte. On avait 15 cm durant le XXe siècle, ici à Saint-Malo, 15 cm. Et là, c'est parti, on a 3,4 en ce moment par année, donc 3 fois plus vite qu'il y a 18 ans. Et ce qui nous effraie, les scientifiques, c'est la vitesse, c'est l'accélération du système, si vous voulez. Et là, à ce niveau-là, les chiffres publiés par le GIEC, on est à 1 à 2 mètres, croyez-moi que ça change la carte de la France. Hein. Il n'y a plus de Camargue. La Camargue devient un territoire qui n'est plus du tout marin, qui devient que marin. Et puis, Aigueville devient Aiguemorte devient Aigueville, et puis le bassin d'Arcachon, et puis les Landes, et puis la Normandie, l'île de Ré. Alors, l'île de Ré, on va faire des digues. Bon. L'île de Ré, je fais un fort boyard autour, et je sauve l'île de Ré. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez comment on se remet en dehors du trait de côte quand c'est une petite île, parce que vous arrivez de l'autre côté. Et je prends le cas de Lacanau, je travaille beaucoup avec le maire de Lacanau en ce moment. Alors, tous les maires français de communes littorales sont réunis dans un consortium qui s'appelle ANEL, Association des élus du littoral. Croyez-moi, ça fait 10 ans que je travaille avec eux déjà. Ils ne prennent pas ça pour de la rigolade, la remontée du niveau de la mer. Hein. Des terrains qui valaient des fortunes, demain valoir 0 au Cap Ferret, c'est sur une génération, peut-être pas deux. Les petits-enfants ne profiteront pas des terrains à Cap Ferret. Donc comment est-ce qu'on fait hein? Ça c'est clair, hein? C'est même pas discutable, c'est comme ça, c'est tout. Hein? Faire des digues, vous les faites comment sur un littoral parallèle à l'océan, comme à Lacanau, ça n'a pas de sens. Donc comment est-ce qu'on fait 2 choses? D'abord, on essaie de limiter les dégâts, et c'est là qu'on peut intervenir sur les changements climatiques. Et deuxièmement, on commence à s'adapter à ces phénomènes qui vont se passer, pour qu'on évite justement ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc je ne suis pas là pour vous inquiéter, ni vous traumatiser, je suis là pour vous dire simplement qu'on ne peut pas rester les 2 pieds dans le même sabot, on est en Bretagne. Hein. On est là pour réagir, changer nos façons de faire. On verra un petit peu comment on peut faire. Donc juste 2 écosystèmes pour commencer. L'humain et non-humain. La forêt tropicale humide, nous sommes en France, en Guyane. Sur un territoire comme ça, c'est le camp des Nouragues du CNRS, on peut trouver 50 000 espèces au kilomètre carré. En Bretagne, il y a avoir 10-15 000 espèces. 3 fois plus d'espèces que toute la Bretagne sur 1 carré de 20 km. C'est la forêt tropicale humide. Et l'équivalent marin, il est là. On reste en France, en Nouvelle-Calédonie. C'est le récif du Grand Sud. Là, on a 5 à 6 000 espèces vivantes par kilomètre carré.
Pour faire des lyriques, on a 500 espèces de poissons sur un carré de 1 kilomètre. On a 200 espèces de corail. Donc voilà des écosystèmes hyper riches en nombre d'espèces. Or, à 2 degrés, le corail boit. Et la forêt tropicale humide, elle part au rythme de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À ce rythme-là, il n'y en aura plus en 2100. Voilà, c'est là qu'il faut qu'on réagisse, qu'on fasse quelque chose. Hein. Et pas accepter ça en attendant. Je vous rappelle ce que disait Einstein, je lisais un article dans le train tout à l'heure entre Rennes et Saint-Malo qui disait en fait le monde ne va pas battre des méchants et des stupides. Il va battre des gens normaux qui les laissent faire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On laisse faire. Tous ici, on a ça. On laisse beaucoup trop. Arrêtons de soutenir des gens qui ne préparent le monde à soutenir. La question est vraiment que là, en fait. Hein. Et croyez-moi, c'est jouable, c'est possible. Mais il faut qu'on commence hier soir. Hein. C'est vraiment important de le faire tout de suite. Alors, ça c'est l'humain aujourd'hui. Voilà. Shanghai, la moitié des Français. Ouais, il y a 35 000 habitants à Shanghai, ben voilà, Shanghai, on construit une tour Montparnasse par jour. Vous voyez que l'impact de l'humain, bien sûr, est considérable, bien entendu, évidemment. Et là, je vous ai mis les deux raisons, ce que j'appelle, moi j'ai beaucoup ce terme de l'intranquillité. Il est inventé par une femme, donc ça me plaît beaucoup, qui s'appelle Muriel Fils, qui est philosophe au CNRS, et qui a écrit, on a écrit un ouvrage en commun qui s'appelle justement Les raisons de notre intranquillité. Pourquoi est-on intranquille? Ce soir, on est bien, ensemble à Saint-Malo. Je pense que ce soir, tous on va manger à notre faim. On ne se demande pas ce qu'on va manger demain, ce qu'on va donner à manger à nos enfants demain. Je ne pense pas qu'on sera bouffé par une bestiole ce soir non plus. Quand je suis allé avec vous, je fais attention à ce que je dis, parce qu'il y a quand même quelques attaques de récemment. Et c'est revenu très fort. Et on est intranquille pour deux raisons qui sont là. D'abord, la température, et puis la montée du niveau de la mer. Ça veut dire que tout ça nous met dans un système où on sent qu'il y a quand même des choses qui se passent qui sont quand même pas si vexes. Et ça a posé tout le débat sur comment le citoyen de base réagit-il, et comment il fait pression sur les politiques pour qu'on ait une politique différente demain, c'est ça l'essentiel. Et j'étais l'autre jour au Danemark, à Copenhague, la ville la semaine avant, avec trois groupes de personnes. Des politiques. Il y avait la ministre du Danemark qui a refusé de vendre le Groenland à M. Trump, récemment, là. Elle a refusé. Alors, je veux dire, à votre place, moi j'aurais dit, moi je vais acheter l'Alaska. La réponse divergeait à la divergeait. Il y avait des scientifiques, il y avait des écolos extrémistes, mais les forts. Il y avait Rewind, Sea Shepherd et Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui est très fort, qui prend en France en ce moment. Beaucoup plus fort que les mouvements, le WWF ou FNE ou Humanité et Biodiversité, c'est des actifs, des militants de terrain. Et on s'est rendu compte que ces trois communautés-là n'arrivaient pas à faire changer les choses. Donc la conclusion a été de se revoir au mois de mars, avec une quatrième communauté, l'entreprise privée. Et comment est-ce que demain, avec ces quatre communautés-là, les scientifiques, les politiques, les écolos extrémistes et les entreprises, on essaie vraiment de faire changer les choses. Donc voilà, mes petits clins d'œil, ma grenouille, ça c'est ma biodiversité. Je sais pas si une grande partie de ma vie au Chili. Et bien cette grenouille, on la trouve c'était fin 19e. Darwin fait le tour du monde avec son beagle. Et dans la forêt de Patagonie, il couche cette grenouille. À l'époque, comment on faisait, toujours maintenant, il n'y a plus la grenouille comme on fait au laboratoire. On la met dans la vocale, puis elle n'était pas connue, on va la décrire un jour. Mais 100 ans après, on la retrouve sur l'étagère du musée de Londres. Ah, t'as vu cette grenouille, elle n'est pas connue. C'est Darwin qui l'a trouvée, donc on la décrit. Et on l'appelle Rhinoderma darwini. Et bien elle s'en va. Elle s'en va dans l'indifférence générale. Pourquoi? Parce que tous les fabuleux arbres de Patagonie, les Lencas, des Nothofagus incroyables de 40 mètres de haut, et les Araucaria, qui ont entre 1000 et 2500 ans, on les coupe tous pour mettre à la place des pins et des eucalyptus. Voilà, ça c'est Homo sapiens. Elle n'aime pas ni les pins ni les eucalyptus. Et elle s'en va avec une grenouille. J'en ai trouvé 8 quand je vous ai dit au mois de janvier. C'est un symbole de quelque chose, justement. Et le deuxième symbole, c'est le climat. Le Groenland qui part, qui fond. Beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Hein. Là, cet été, au mois d'août, il faisait 16 degrés en t-shirt côté dehors, en fait. Hein. Et ça va contribuer considérablement à la remontée du niveau de la mer qu'on évoquait tout à l'heure. Bon voilà, ça c'est le contexte général. Maintenant, on regarde un petit peu comment on peut construire là-dessus. Tout est né en fait du monde minéral. Hein. Ça c'est le lagon de Calédonie. Hein. Donc là, vous avez effectivement toutes ces espèces que je décrivais tout à l'heure. Hein. Vous avez la mer ouverte, et puis le lagon à l'intérieur.
Cette météorite elle raconte l'histoire du système solaire, elle tombe dans un champ à Toulouse en 1864. Et puis cet océan qu'on aime beaucoup ici à Saint-Malo, bien sûr, l'aventure maritime malouine, c'est quand même pas une petite chose. Hein. On est tous fils de la mer, fils de l'océan aussi. Eh bien, il est extrêmement stable. Il est beaucoup plus stable que les milieux continentaux, les milieux d'eau douce. Il est salé, j'en savais quelque chose. Et il est en connectivité. De grâce, il y a un seul océan sur la Terre. Si vous plongez à 400 mètres de fond, n'importe où, vous avez exactement 11 millimoles de potassium pour la flotte, et vous avez 450 millimoles de sodium et 560 millimoles de chlorure. L'océan, c'est le chlorure de sodium. Le sel de cuisine que vous connaissez. Partout, depuis toujours. Depuis 4 milliards d'années, c'est comme ça. Presque 4. Puisque la Terre se forme à 4,6. La Terre a été incapable de garder son eau. On avait travaillé là-dessus. C'est une planète enrichie par de l'eau par la Terre. Donc l'eau terrestre, elle est venue par des impacts de météorites, des milliards de météorites qui ont impacté la Terre et qui ont des particules d'eau. Cette eau, elle a dissous les sels de surface du plancher océanique. Elle a créé l'océan, qui ne bouge pas beaucoup. Et ça, je vous ai mis à l'estime. J'aurais pu mettre l'avance. Tout à l'heure, on est passé avec les sur l'avance. J'aurais dû faire une photo pour vous la mettre là. Et là, vous avez l'eau douce. C'est ça. Et là, vous avez l'océan. Et ça, c'est quoi? C'est ni l'un ni l'autre. Regardez. C'est quoi ça? C'est votre sang. C'est votre sang à tous ici. Je pense qu'il y a des médecins dans la salle. Pourquoi est-ce que vous avez un sang contenant des chlorures, du sodium, du potassium? On raconte l'histoire de la sortie de l'océan. Le sang humain, c'est un petit océan depuis toujours. Mon regardeur, je vais le dédier à vous persuader que nous faisons partie du système. On n'est pas à côté. We are nature, je le dis sans arrêt, partout, partout, partout. On est nous, la nature. Tant qu'on va croire encore qu'il y a un humain, sa technologie qui est là, et une nature à côté qu'on est en train de détruire, on n'arrivera absolument à rien du tout. Parce que dès le moment où je vais vous convaincre, j'espère que oui ce soir, que vous admettez que vous faites partie du système naturel, ça change tout. Chaque fois qu'on agresse, on s'auto-agresse. Ce qui est un peu stupide pour une espèce qui s'est elle-même appelée sargasse. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Nous sommes on fait partie d'une vache, un cochon, une poule, un bout de forêt, une orchidée, un humain. C'est le même système initial. Au niveau des gènes, on a un tiers de nos gènes en commun avec les microcellules du plancton. Tout à l'heure, Eric nous parlait de la neige marine. Vous avez du plancton en face, dans le port de Saint-Malo. Vous avez un tiers de votre ADN en commun avec ces cellules du phytoplancton. Depuis 4 milliards d'années. Vous avez les 2 tiers avec une mouche, 60% avec une banane. Voilà. On mange une banane, vous me direz, ouais, j'ai 60% de mes gènes de avec une banane. Je parle de l'ADN codant, la partie codante. On vient du même système. Un bébé humain qui naît, c'est 3 quarts d'eau. C'est pas fait pour laver sa bagnole. Oui, pour lui, c'est parfait, on lave sa bagnole. Un truc qu'on doit complètement interdire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette eau, on la gaspille. En Bretagne, on a été une région du monde qui a particulièrement gaspillé et souiller son eau, alors qu'elle est tellement importante pour le peuple de Breton. Ils le savaient, nos anciens. On protégeait toujours des fontaines, on a fait n'importe quoi. Voilà le plus ancien être du monde qu'on a à Paris, des cyanobactéries, daté à 3,45 milliards d'années d'Australie, et les mêmes. Tout à l'heure, je suis allé avec Eric là, au laboratoire, à Dinard à côté, il y a une fac d'eau devant le labo. On a gratuit la fac d'eau, on a ramassé ça dedans. Voilà, ça. Et bien c'est comme ça. Elles ont 4000 millions d'années de différentes évolutions, elles sont toujours là. Tout le monde s'en fout. Mais c'est génial ce truc. En matière de sustainability, c'est génial. Quelle entreprise va durer 4000 millions d'années? Elles sont toujours là. On s'en fout complètement. On fait un parking par-dessus, on fait des pistes dans la mare, on met des pesticides dedans, sans aucune vergogne. C'est là que c'est insensé ce comportement humain d'aujourd'hui. C'est là qu'il faut qu'on change là-dedans d'abord. Hein. Après, on arrivera à faire des choses. Voilà, alors bon, l'histoire n'a pas été très, très facile, hein, puisque vous voyez ici qu'il y a eu des grandes crises d'extinction. Ce n'est pas une extinction, c'est un fond marin très riche. C'est parti. Il y a eu des grands volcanismes, et puis on voit qu'à certaines époques de l'histoire de la Terre, il y a des groupes qui ont disparu entièrement. Puis c'est parti. Et ça peut mettre un certain temps. Les oursins, on aime bien les oursins ici, on parle des oursins avec Eric. Les oursins, ça c'est fabuleux parce qu'on connaît 700 oursins différents sur la Terre aujourd'hui. Tous en même. Hein. Les oursins n'ont jamais été capables de quitter l'océan, ils sont que marins. Ils ne vont jamais en rivière non plus, même pas en océan, ils sont marins.
Et les océans, 700 aujourd'hui. Profond, chaud, froid, en Arctique, en Antarctique, en Afrique. Il y a deux sont passés de l'ère primaire à l'ère secondaire. Ils ont passé cette crise terrible-là. Vous voyez que les 700 d'aujourd'hui viennent des deux qui ont réussi à passer le système. C'est ça qu'on appelle en fait la contingence en évolution, un phénomène qui se produit, qui bouleverse notre vie. On aurait pu ne pas se passer. Si ces deux-là n'étaient pas passés, il n'y aurait plus pour ça depuis très longtemps. Les trilobites ne passeront pas cette crise-là. Les coraux tabulés ne la passeront pas non plus. C'est là qu'en permanence, il faut repenser à ceci. Qu'est-ce que nous dit l'évolution? Good genes on good luck, il faut des bons gènes et de la chance. Voilà. Avec ça, ça marche. Et puis c'est comme ça que l'évolution se fait petit à petit. En sommant des espèces, on a de plus en plus d'espèces au fur et à mesure on avance. On pense qu'on a atteint le sommet du nombre d'espèces sur la Terre il y a à peu près 2 siècles. Depuis l'homme fait beaucoup trop de mal, on fait disparaître beaucoup plus que ceux qui apparaissent. Donc on atteint le maximum d'espèces au moment précis, malgré les crises. Hein. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une situation un peu compliquée. Alors, pourquoi est-on intranquille? Pour ces questions-là, je vous laisse lire. On a parlé d'énergie, de l'eau, du climat. On est passé du feu à l'énergie nucléaire. Puis maintenant, c'est l'éomique, les biotech, le numérique, la nanotech, la robotique. Dans un contexte général de démographie qui continue à galoper et de ressources qui s'épuisent. Ça, c'est intéressant parce que je vais remonter à 1945. Hiroshima et Nagasaki, la première semaine de 1945. L'humain, par sa technologie, sa science, son ingéniosité, sa créativité, invente l'arme nucléaire. Et j'ai regardé, j'ai fait un petit papier il y a quelques années, j'ai comparé la bombe d'Hiroshima à l'explosion du Vésuve en Italie, au moment de la disparition de Pompéi. C'est exactement le même résultat. 60 000 morts en 10 minutes. Donc l'humain est capable d'aller mimer un événement sur le Vésuve, l'homme n'a rien à voir là-dedans. Hein. Les dieux, si vous voulez, le Vésuve il a craché ce jour-là et les gens étaient pas menacés. Hein. Donc il a tué ces gens-là par les milliards d'années. Ben, c'est ce qu'a fait la bombe à Hiroshima. Parce qu'Hiroshima, ils ont nucléarisé en plus la zone. Vous voyez que, et ça va tout changer. Notre remarque, 1945, on était sur la Terre 2,1 milliards d'humains. On est vite. On a quadruplé la population humaine depuis 1945. Évidemment, ça ne se fait pas sans effet secondaire, bien sûr, et sans ce qu'on appelle les dommages collatéraux. On arrive à 8 milliards aujourd'hui. Alors, quand l'humain s'arrête de bouger ici en Bretagne, on a eu un colloque il n'y a pas longtemps ici qui était super intéressant à Rennes, sur l'archéologie bretonne, sur le passage en Bretagne des chasseurs-cueilleurs qui faisaient que chasser et cueillir. C'était des hommes préhistoriques, on est à 50 000 ans, hein, ou avant, bien sûr. Ici en Bretagne, les plus anciens bretons, entre guillemets, ils sont à 400 000, c'est quand même pas mal. 400 000, il y avait des gens qui des dragons, hein, c'est la Bédonienne, des Homo erectus. C'est en plein Néandertal aussi, hein, Néandertal, il part entre 27 000. Et puis ces gens-là, il faut que chasser et cueillir. Hein. Et il y a 12 000 ans, ici en Bretagne, on s'arrête. Et on commence à cultiver. Alors on regarde beaucoup les îles. Si on adore les îles en Bretagne. Hein. On arrive maintenant sur ces îles, à savoir, en face de Saint-Malo, on a fait toutes les îles également du Morbihan et puis des Côtes d'Armor. On savait si les gens étaient là que l'été ou toute l'année. Et leur exploitation était très variée. Qu'est-ce qu'ils mangeaient surtout à l'époque? Des bréniques. À l'époque, on mangeait des patelles. On trouve des patelles sur les gisements de nourriture de ces gens-là. On mangeait des bréniques, hein, tout le temps. On arrive, en trouvant la coquille de la brénique, on est capable de trouver la température de l'eau de mer au moment où ils ont mangé le fameux coquillage. C'est génial parce qu'on voit des fois des températures très basses, donc ils étaient là que l'hiver et pas l'été, ou l'inverse, il n'y a que des bréniques d'été. Et donc, l'humain va s'arrêter. Et là, on invente agriculture et élevage. Et tout va changer. Ce n'est pas les mêmes. Hein. Bon, maintenant, on prend le changement que ce sont éteints les chasseurs-cueilleurs. Ils ne sont pas devenus agriculteurs ni pasteurs. D'autres sont d'ailleurs qui ont leur technique d'élevage et puis de culture. Et on a commencé à vivre comme ça, bien sûr, la culture en Bretagne, c'est très important. Un monde de bactéries, un monde de micro-algues, des protistes, des grosses cellules à noyaux, de petits invertébrés. Et ça, c'est une fougère rapide de la Réunion qui repart après une éruption volcanique. Dans un contexte où Paul Ehrlich nous disait il y a quelque temps, il est reçu à l'Académie des sciences moyennes britanniques, et il dit Can the collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations? Voilà, le débat est lancé. Ça a plaqué son réponse. Et créer un parc, et dans ce texte-là, de retarder cet effondrement qu'on évoque ici. Et voilà.
Le social. Ça vient oublier le gouvernement. C'est que si on ne s'occupe pas de ça, ben ça vient à nous. Comme au moment des Gilets jaunes va partir. Hein. Donc c'était juste avant. C'est juste avant, le démarre. 500 000 personnes dans la rue. Et à l'époque, il n'y avait pas trop de sentiment écologiste. Au contraire, on y part sur des taxes écologiques. Alors là, c'est la première bêtise. Hein. On ne met aucune taxe écologique en place sans la substituer à une autre. Hein. On ne va pas continuer à nous ramener des taxes en permanence sur la tête. Hein. Les gens en payent beaucoup. Et puis expliquer aux Gilets jaunes que l'écologie est fondamentale. Parce que demain, si ça va mal, et ça risque d'aller mal, qui va traquer en premier? Les riches, non. C'est les pauvres qui vont traquer en premier. Ils ne peuvent pas aujourd'hui ne pas tenir compte de ces questions-là. Et comme ils avaient dit à un moment, ça avait eu le serré, Nicolas Hulot, dans le collimateur, il est parti, il était parti de 28 août, 2 mois avant. Oui, l'écologie, c'est un sport de riches. C'est tellement triste. Ah non. Que les riches en parlent, oui. Mais n'empêche que si demain, cette écologie, elle part en vrille comme c'est le cas aujourd'hui, la souffrance, elle sera quand même beaucoup plus chez les pauvres que chez les riches. Donc il y a une vraie question. On ne peut plus faire quoi que ce soit aujourd'hui. Vous ferez vos courses demain, vous allez discuter avec des amis, dîner avec des amis, faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas oublier ces deux questions actuelles, de l'effondrement du vivant d'un côté et le climat qui change trop vite de l'autre. C'est ça qui est très loin le plus important, beaucoup plus que la finance, tout ce qu'on veut. Et il a dit, Edgar Morin disait aussi au président Macron il n'y a pas longtemps, vous savez, monsieur le président, quand vous gouvernez comme ça, en oubliant une grande partie des gens, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier gourou qui passe, il gagne. Intéressant, hein? Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Qu'est-ce qui s'est passé en Hongrie? Qui peut très bien se passer en France? Des gourous, il y en a partout. Ils n'ont aucune solution, mais ils prendront le pouvoir. Et ils feront beaucoup de souffrance. Ça veut dire que là, il y a vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Hein, au sein de chacun de nous-mêmes. Il dira plus loin, il y a beaucoup de femmes, mais moi j'adore les femmes. Il disait, Edgar Morin, chaque fois que l'humain est revenu à la barbarie, qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. Donc vous voyez, ces questions ne sont pas des questions d'écolo farfelues, c'est vraiment des questions essentielles pour notre vie de tous les jours. On doit y penser en permanence, pas s'effrayer inutilement, mais rester vigilant. La vigilance, c'est très bon chez quelqu'un. On évite de faire des bêtises en étant un peu vigilant. Pas dans une terreur pas possible. Ou alors on va écouter ce que disait Cochet, j'achète mon terrain, et puis je fais la permaculture, j'achète des flingues parce qu'ils vont venir pour me faucher mes terrains. Ça n'a pas de sens. Comment collectivement tous, même ceux qui ne peuvent pas s'acheter un terrain pour faire leur bouffe, on va se débrouiller et réagir dans cette condition. Voilà les plaies d'écologie aujourd'hui. Productivisme agricole, ça on peut très bien changer, on sait faire. Je travaille beaucoup en ce moment avec les viticulteurs bordelais. On va gagner un gros projet là, en investissement d'avenir, 80 millions d'euros, arrêt total des pesticides dans les 5 habitants sur la ligne bordelaise. Et on peut très très bien faire ça. On fera l'agroforesterie, on fera de la biodynamie. Comment vous vendez une bouteille de vin en Sauternay à 700 € la bouteille? Vous croyez que vous allez gagner la marché si on trouve un fifre là, une saleté là-dedans? Bah, les gens vont vous rigoler, on sait faire du bon varié aussi maintenant. Hein. Donc c'est vraiment un challenge. On est parti avec la viticulture. C'est bien parti, c'est plus difficile avec la sylviculture. En monoculture, la forêt des Landes, c'est compliqué. L'eau, on en a parlé, l'eau, gaspiller l'eau, c'est la plus grande stupidité de l'humanité. La pêche. Pêcher, je suis fan de la pêche, mais surpêcher, c'est vraiment stupide, on tue la poule aux œufs. Ça, on a toutes les mesures qu'on peut prendre pour gérer ça. Avec le monde de la pêche, évidemment. La forêt. On a vu la forêt tropicale tout à l'heure. On a vu qu'elle contenait plus de la moitié des espèces connues, cette forêt tropicale. Le vivant qui s'effondre, on partira avec. Soit on est capable de sauver ce vivant et le non-humain, soit on partira avec. C'est très clair, c'est aussi simple que ça. C'est même pas la peine de discuter, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour justement éviter ce genre d'effondrement, c'est une vraie question. Et la pollution. Ça, c'est le premier problème de l'océan en ce moment, c'est qu'on pollue tout partout. L'homme pollue les zones où il n'est pas. On était en Arctique récemment avec des oies sauvages, on récupérait leurs tissus, ils sont bourrés de pesticides. Et pas ce qu'on met sur nos champs aujourd'hui, ce qu'on mettait sur nos champs au début des années 50. Sur les pesticides, je vais être très clair. Hein. J'ai plein d'amis en ce moment des femmes qui me disent ma maman va avoir 100 ans. Il y a plein de femmes qui vont avoir 100 ans. Autour de vous, vous pouvez en connaître quelques-unes. 100 ans. C'est symbolique, 100 ans. Hein. J'ai regardé ces femmes, donc elles sont de 1920. Leur maman enceinte n'a jamais bouffé de pesticides. Le
bébé né n'a jamais bouffé de pesticides. J'attends de voir la durée de vie des femmes nées après 1950 pour les résultats. Et là, on va vraiment en ce moment vers un effondrement de la durée de vie. Ça sera plus pareil, c'est tout, non? On est passé à autre chose. Malgré les privations de la guerre, parce que les femmes nées en 1920, bien sûr, hein, elles ont subi la Seconde Guerre mondiale, c'était pas toujours facile, vous en savez quelque chose ici en Bretagne. Tout ça, c'est réglable, tout ça, on peut le gérer. Le seul c'est qu'on c'est le climat. On ne peut plus empêcher le climat de changer. Il fallait s'en occuper avant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de limiter les dégâts. Et deuxièmement, effectivement, commencer à s'adapter à ces questions. Juste un chiffre. On est ici dans la jolie salle de Saint-Malo. On respire. Dans l'air qu'il a, il y a du CO2. La moitié de ce CO2 a plus de 100 ans. Voilà pourquoi le climat va continuer à changer. On respire un CO2 dont la moitié a été produit par des gens qui sont morts depuis un certain temps. Donc il met du temps, le CO2, effectivement, à s'en aller. Et ça crée la question du climat qui va continuer à changer. On peut pas, même si on arrêtait entièrement dans l'émettre du CO2, le climat changera encore. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrête d'en émettre de moins en moins, puis on n'en émet plus, on a dit 2040, 2050, et puis qu'on commence à enlever celui qu'on a mis. C'est un challenge technologique intéressant, et bien sûr, il faut le faire sans charbon et sans pétrole. Hein. On va commencer à enlever le CO2 avec du charbon et du pétrole, c'est la question. Voilà, on donne le cycle-feu, on invente agriculture et élevage, on invente la machine à vapeur. Du jour au lendemain, on passe du cheval animal au cheval à vapeur. Et tout va changer à ce niveau-là. Hiroshima, on en a parlé. Tout ça a amené un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, un collègue hollandais, a proposé il y a 20 ans maintenant le terme d'anthropocène, la fraction des arbres de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution et du changement, c'est la présence de l'humain, anthropos. Bon. Chauvet. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois à l'original. 37 000 ans. Lascaux, c'est 20 000. C'est 2 fois plus vieux que Lascaux. 14 animaux à Chauvet. 6 à Lascaux. Les rhinocéros sont bien partis. Il y a plus de rhinocéros à Chauvet que dans toutes les grottes bordées de la planète. Pensez à ces gens-là. Ils sont au fond d'une grotte, à 300 mètres de l'entrée. Ils sont loin, les dessins de l'entrée de Chauvet. Ils dessinent. Qui dessine comme ça ici dans la salle? En plus, ils font des choses bizarres. Ils sont dans le noir, avec une torche vacillante, qui du pain. Ils avaient écrasé la torche sur le mur. Donc là, c'est facile de faire du carbone 14 là-dessus. Mais là, ils sont très précis, 33 000, 34 000, 37 000. C'est Chauvet, Lascaux, c'est 10 et 20 000. Hein. Première question, à quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert de faire ça? Au fond d'une grotte, personne ne va voir vos dessins. Vous dessinez sur des parois. Et en plus, ils font ce que font jamais les gamins, regardez, ils dessinent par-dessus. Hein, vous avez ici des rhinocéros, vous avez des chevaux par-dessus, vous avez des bisons, vous avez des lions en France, des panthères, des hyènes. Demandez à un enfant de faire un dessin. Ce soir, si vous voulez. Il vous demande une belle feuille, il vous fait un beau dessin. Et vous lui demandez un second dessin. Tout le temps, ils vont vous demander une deuxième feuille. Eux non. Pourquoi? À quoi ça sert de dessiner comme ça? Personne ne verra jamais ça. Et ils redessinent par-dessus. Ah voilà. Et ça m'amène à vous dire une chose qui est évidente pour moi, c'est que pensez à tout ce que vous avez fait depuis ce matin, qui ne sert à rien, mais qui vous a apporté du bonheur et du plaisir. Et c'est ça qu'on a complètement oublié aujourd'hui. On a tout monétarisé, il n'y a que le fruit qui est considérable. C'est pas possible de continuer comme ça. Venir m'écouter, c'est ça absolument rien. C'est sympa, on passe un bon moment ensemble. Et tout est à la fin comme ça.